Stripping up and down, all around from town to town, meeting people of every kind. Some were good or some were bad, some were happy, others sad. Never know who you will find. I never met people like my friends from Wonderland. Such a crazy band like my friends from Wonderland. People from Ibiza. Comment ça va ce matin? Bonjour et bienvenue à tous. Ça sera tout à l'heure pour les intervenants, les applaudissements. Bonjour à tous, à ceux qui sont dans cette salle et puis à ceux qui suivent le congrès derrière leur écran là, depuis hier, parce qu'il y a le congrès à Chambéry et puis le congrès hors les murs, avec cette année beaucoup de participants. Et ça aussi, c'est intéressant, des échanges. Hier, on a parlé donc de ce thème, tenir jusqu'à quand l'urgence sociale, mais aussi la nécessaire adaptation, la neutralité du service public, ces grands principes. Et ce matin, on va parler de continuité du service public sur tous les territoires. Alors, une utopie, on va voir aussi quelle est la réalité et quelle est la réalité de cette adaptation. Et pour en parler, j'appelle Martial Bourquin, vice-président de l'UNCAS et qui est le maire d'Audincourt, voilà, dans le pays de Montbéliard. On va s'installer. Saïd Ahamada, qui est le directeur général de l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité. Jean-Paul Carteret, vice-président des maires ruraux, la MRF, et maire de Lavoncourt. Alors un tonnerre d'applaudissements. Hein. Lavoncourt, c'est en Haute-Saône et c'est une commune de 330 habitants, 332. Et puis Philippe Val, le président de la Poste, qui est avec nous ce matin. Voilà, prenez place, messieurs. Continuité du service public sur tous les territoires. Alors, tous les territoires, on va commencer avec vous, Saïd Ahamada. D'abord, l'outre-mer, parce que quand on a parlé de continuité territoriale, c'est justement pour permettre ce lien avec les territoires ultramarins. Peut-être deux mots hein, sur l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, qui accompagne les migrations des ultramarins vers l'Hexagone. Merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous, et je salue d'ailleurs les représentants des Outre-mer ici présents. Je sais qu'ils sont présents, nombreux depuis mercredi. Présents en force. Évidemment, je salue ceux qui m'accompagnent à l'occasion de cette mini-conférence ou ce débat. Alors, continuité du service public, c'est le thème de cet atelier. Lorsqu'on parle de continuité de service public, on parle d'accès au service public. Et donc se pose la question, lorsqu'on est responsable politique ou d'établissement en charge de ces politiques-là, de savoir comment est-ce qu'on donne accès à nos concitoyens à ces services publics de proximité dont ils ont besoin. Alors soit on crée des services publics sur les territoires, et pour ce qui nous concerne, puisque la DOM travaille notamment à la mobilité de personnes qui partent soit en formation, soit en études supérieures, principalement. La question qui se pose au territoire, c'est de savoir comment est-ce que l'on crée des outils de formation professionnelle, comment est-ce que l'on crée des universités pour faire en sorte que ceux qui habitent ces territoires puissent étudier, se former dans de bonnes conditions en restant sur leur territoire. Mais comme vous pouvez le comprendre, on ne peut pas créer tous les centres de formation, toutes les universités possibles et imaginables sur tous les territoires. Spécialités, et bien évidemment, il faut donc pouvoir gommer ces handicaps de la distance. Exactement. Et c'est là où on touche à un principe de service public, c'est ce que c'est devenu aujourd'hui, un principe de continuité territoriale. Et donc permettre, lorsque l'on n'a pas accès sur son territoire à ces services de formation professionnelle, d'études supérieures,
l'État se fait fort, au travers de l'agence que je dirige, de financer la mobilité, de projeter donc cette personne, jeune ou moins jeune, d'établir ce trait d'union entre les territoires et le lieu d'études, que ce soit dans un autre territoire d'outre-mer, je pense notamment à beaucoup de Mahorais qui partent à La Réunion, ou sur la France hexagonale, avec un peu plus de difficultés, puisqu'il faut s'habituer au climat et puis à la manière dont on travaille sur ces territoires hexagonaux que l'on ne connaît pas quand on est en territoire d'outre-mer. Mais la DOM, en tout cas, finance les mobilités. Et je dois dire, parce que c'est quand même quelque chose qui est très français, on finance à 100% cette mobilité. C'est-à-dire qu'un étudiant qui part aujourd'hui d'un des territoires d'outre-mer a droit à un billet aller-retour tous les ans jusqu'à la fin des études, jusqu'à la fin de ses études. Un deuxième billet aller-retour la première année. C'est la même chose pour ceux qui partent en formation professionnelle et on cherche aussi le logement, une aide à l'installation, etc. etc. Et je trouve ça assez exceptionnel parce qu'il y a peu de pays, j'ai pas mal voyagé, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et alors, comme hier, on a beaucoup parlé des contraintes budgétaires, ces financements sont sécurisés pour vous Sécurisés autant qu'ils puissent l'être. Je pense que ceux qui ont l'habitude de discuter de budget tous les ans savent comment ça se passe, et notamment au Parlement. Non, tous les ans, on a à discuter du budget de la DOM. On n'a pas de taxes affectées, on en discutait tout à l'heure. Et donc, on se pose la question de savoir si la DOM a les moyens d'intervenir convenablement au service des ultramarins, si on modifie nos dispositifs ou pas pour être, plus à l'écoute des attentes des ultramarins. On a eu un SIOM en 2023, on en aura un cette année, un Conseil interministériel des Outre-mer, pour justement s'interroger sur la pertinence de chacun de nos dispositifs et voir s'il est nécessaire d'en créer d'autres. Et donc ça, on le fait à échéance régulière et on se bat tous les ans, comme beaucoup d'établissements publics, pour maintenir un budget d'intervention à la hauteur des attentes des ultramarins. Alors, continuité du service public aussi, vous le disiez, pas seulement vers la France hexagonale, mais par exemple au sein d'une zone, Mayotte, La Réunion, et ça aussi c'est des évolutions. À partir du moment où les territoires eux-mêmes, départements, deviennent plus attractifs, et ça aussi c'est aussi quelque chose de très important pour vous, l'attractivité de ces territoires. Écoutez, on est un outil d'attractivité du territoire. On a des territoires qui sont plus attractifs que d'autres dans les Outre-mer. La Réunion gagne des habitants, la Martinique en perd. Et lorsque, jusqu'à présent, la DOM, enfin jusqu'à en gros 2023, qui est la date de mon arrivée, travaillait sur des projets individuels, on se posait la question de savoir comment garantir une égalité des chances entre celles et ceux qui habitaient les territoires ultramarins et ceux qui habitent en hexagone notamment. Aujourd'hui, on se pose aussi la question de savoir comment est-ce que l'on vient en appui des territoires ultramarins. Donc il y a à la fois le projet individuel et puis de savoir comment est-ce qu'on dote en compétences nouvelles ces territoires qui en ont besoin. Et donc on a mis en place des dispositifs comme dispositif cadre d'avenir qui, sous engagement du jeune ou de la jeune à revenir sur son territoire, il y a une prise en charge avec une bourse pendant toute la durée des études. Donc engagement ensuite à revenir. Et puis on espère mettre en place rapidement, parce que ça a été voté à l'Assemblée l'année dernière, un passeport mobilité retour, pour aider au retour sur les territoires et donc ramener des compétences sur les territoires qui en ont besoin. C'est vraiment que cette continuité, elle suppose une vitalité qu'il faut soutenir et pas seulement d'être sous une tente à oxygène pour les territoires, ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Et vous avez raison de parler d'attractivité et de vitalité. On a des territoires qui, malheureusement, sont peu connus, en fait. Moi, il se trouve que dans une autre vie, j'ai été parlementaire et il est assez étonnant, y compris à l'Assemblée nationale, de voir que d'abord, les Français sont peu tournés vers les ports ou vers la mer et sous-estiment ou ne méconnaissent en tout cas le potentiel des territoires ultramarins pour notre pays. Et moi, je suis persuadé qu'une grande partie du développement économique de notre pays se fera grâce à ces territoires-là. Et on le voit à l'aune de ce qui se passe au niveau international. Ça, on l'a bien vu hier matin avec la présentation d'une entente IFOP. Et il y avait vraiment la nécessité de mieux informer nos concitoyens pour qu'il y ait aussi une continuité et une conscience commune à développer. Merci. Alors, continuité du service public. La Poste, bien évidemment, Philippe Val, et en entendant le représentant de l'Agence pour l'Outre-mer, je pensais à quelque chose dans l'actualité immédiate où vos collègues danois disent maintenant on ne va plus faire le courrier, et pourtant il y avait des îles aussi à desservir, mais on voit qu'en Europe aujourd'hui la Poste est dans sa mission de présence sur le courrier et à un moment crucial et parfois fatal.
Oui, d'abord, cette question de la continuité, je comprends qu'on se demande si c'est une utopie. Parce que le réel est discontinu. Le réel, c'est des hauts et c'est des bas. C'est de la mer et de la montagne. C'est des concentrations de population et des espaces vides. Le réel est discontinu. Et donc, le sujet politique que vous posez, c'est, et vous le disiez très bien, c'est comment on donne accès à un service public de base qui permet à tous les citoyens et à tous les territoires d'avoir une base de service public. Mais le réel, il est inégal et discontinu, on le sait bien, vous l'avez dit vous-même. Et c'est la mission du service public, justement, de corriger cela. C'est de corriger et de donner accès à d'autres services. Alors, il y a des accès qui progressent, il y a des accès qui reculent. L'accès qui recule, c'est le courrier, les lettres se sont absolument effondrées. Je veux vous rappeler les chiffres qui sont déterminants pour les 240 000 postières et postiers que je représente. 18 milliards de lettres écrites en 2008, c'est-à-dire avant-hier, 5 milliards cette année, 1 milliard dans 10 ans. D'accord ? Donc si l'avenir de la Poste et de la continuité, ça doit être la lettre, vous voyez exactement ce qui est programmé. Et donc, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est plus tellement d'assurer la lettre, il faut qu'on le fasse, mais c'est de prévoir quels sont les services publics de développement et d'accès social auxquels nous devons contribuer. Et merci de parler de l'histoire du Danemark. Au Danemark, les Danois ont perdu 95% des flux de lettres, nous que 70%. Mais comme ils ont perdu toutes les lettres, eh ben, vous savez quoi, la distribution s'arrête. Simplement, tout Danois qu'ils sont, il n'y a pas beaucoup de montagnes là-bas, ils ont 3 problèmes, ils ont 3 énormes problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre pour l'instant. Ils ont le sujet de leurs îles, parce qu'eux aussi, ils ont des îles. Et ils ont beaucoup de petites îles avec pas beaucoup de monde sur les îles. Et donc ça, c'est un problème majeur, ils ne savent pas comment faire. Ils ont des îles partout. Deuxième chose, ils ont une population âgée qui a un besoin, non pas de lettres, mais qui a un besoin de lien social. Ils ne savent pas comment faire. Et puis, troisièmement, il leur reste, comme chez nous, une presse papier et ils ne savent pas comment faire non plus. Donc, ils ont décidé de mettre fin à la continuité du service public de la lettre, mais ils se retrouvent avec 3 énormes problèmes pour lesquels maintenant ils n'ont pas de solution. Et donc, et c'est pour ça que je trouve tellement important d'être parmi vous, et je veux remercier Luc Carvounas de son invitation avec l'équipe de postières et de postiers qui m'accompagne, c'est comment nous, à partir de notre réseau, sachant que dans les 10 ans qui viennent, les flux de lettres vont continuer à baisser, on peut jouer ce rôle, non pas utopique mais réel, d'accès à un certain nombre de choses. Grâce à nous par exemple, vous accédez à la globalisation. Parce que si vous voulez un colis qui vient, un colis pays, comme on dit dans l'outre-mer, ben celui qui va vous amener chez vous à Chambéry ou ailleurs le colis pays, c'est la Poste et le postier. Donc, alors, quels sont les droits qu'on peut mettre en œuvre ? Que après 12 ans à la présidence de la Poste, vous allez quitter bientôt votre mandat et vous avez été celui justement de cette transition et cette transformation. Hein. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et aujourd'hui, la Poste, c'est les 17 000 points de contact de la loi postale avec cette obligation. Et je vois votre voisin maire hein, qui veille justement aussi Bien à la sûr préservation. Nous y veillons, il me dit, je fais gaffe. Mais en fait, nous y faisons gaffe ensemble. Parce que nous, on a des postiers qui travaillent et qui veulent vivre au pays. Et évidemment, on veut garder ces réseaux. Mais pour que ces réseaux fonctionnent, il faut des flux. Il faut qu'on propose des services. Et puis quand on dit la Poste, c'est la banque postale. Et là aussi, vous êtes très proche des CCAS avec une mission sociale. Oui, alors, vous savez, et Jean-Paul le sait très bien, monsieur le sénateur, vous le savez, parce que vous avez été un partenaire de ça. Au moment de la crise de Dexia, on a tous oublié Dexia, c'est-à-dire une faillite bancaire.
qui était le leader du financement des collectivités locales, des CCAS, de tout ça. Ça s'est effondré en 2011. On n'avait jamais fait de financement des collectivités locales, nous. Et on est devenu le leader du financement des collectivités locales. Plus une commune est petite, plus elle fait appel à la Banque Postale. Ben, là, c'est un bon exemple. Nous avons réussi à créer un système d'accès des collectivités locales au crédit. Et ça n'a pas été une utopie. On a réussi à créer une banque des collectivités locales. Alors, financement des collectivités locales, mais aussi point d'accès pour la gestion de leurs allocations, de leurs comptes bancaires, des plus vulnérables de nos concitoyens. Et de là, l'importance d'être présent partout, d'être présent dans les quartiers encore. Bien sûr, on est présent absolument partout. Et le grand enjeu, c'est comment on travaille avec les collectivités locales. Je crois que c'est ça l'enjeu. Comment est-ce que les collectivités locales font de la Poste leur opérateur de proximité, c'est-à-dire au domicile? Et l'outre-mer est de ce point de vue souvent le domicile le plus difficile à joindre, parce que la géographie ultramarine est quand même extrêmement spécifique. Et nous, on est partenaires de ça. Donc vraiment pour nous, il y a dans le projet qui est celui de la Poste et dans le partenariat avec les collectivités locales, les moyens concrets de l'utopie qui est garder l'accès aux services publics essentiels des citoyennes et des citoyens du pays. Ce que je vous propose, c'est que tout à l'heure, on approfondisse cette adaptation et voir très concrètement comment ça se passe, mais on va continuer le tour de table avec Jean-Paul Carteret en particulier. Alors là, c'est la continuité sur tous les territoires ruraux. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Association des maires ruraux de France, maire d'une commune en Haute-Saône qui est Lavoncourt, 332 habitants, et c'est important. Voilà, 367. C'est intéressant d'ailleurs parce que j'ai regardé la courbe et monte. Ça veut dire que quand on est sur des territoires, il faut les consolider, les préserver, d'où la nécessité aussi d'une continuité de services publics. C'est important que les services arrivent jusqu'à nous, effectivement, ça a été dit pour... Monsieur Hamadi. Bon, bref. Par mes deux voisins. C'était dit. Hier, c'était service public vers un service au rabais. Et puis aujourd'hui, est-ce que c'est une utopie? Ça me fait un peu peur. Est-ce qu'on nous prépare et à quoi? Je veux remercier le président Luc Carvounas de son invitation parce que les territoires ruraux, c'est 80% du territoire. Et quand j'entendais hier Patrick Caner nous dire on se demande s'il faut garder une ruralité, je dis combien de fois oui, il faut garder la ruralité. Nous avons tous les espaces, nous avons l'eau, nous avons la forêt. Et si personne ne s'en occupe, où irez-vous en vacances, vous les urbains? Où irez-vous chercher votre eau? Où irez-vous implanter des éoliennes, etc. etc. Donc, à un moment donné, oui, la ruralité, il y a longtemps que nous, on a commencé de s'habituer à l'éloignement, à la disparition, etc. Et je salue la Poste, parce que la Poste a su garder des points tout partout. C'est un engagement qui a été tenu. Et je le dis grâce au président Philippe Val et à toutes ses équipes. On travaille ensemble. Je suis président de la commission de présence postale dans mon département. Donc, c'est pour ça que je dis je fais gaffe. D'accord? Ce que je trouve juste, c'est juste... vous ne savez pas tous, mais la composition de la présence postale dans les territoires, c'est un maire pour les communes de moins de 2000. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y en a pas beaucoup. Mais on devrait être beaucoup plus nombreux parce qu'il y a plus de 20 000 communes qui ont moins de 500 habitants. D'accord? Et là, personne n'en parle parce qu'on est représenté par des gens qui habitent dans des grandes villes. Forcément, au moment des élections, on ne connaît pas les petits qui se présentent, alors c'est les grandes villes qui sont représentées. Alors j'en viens à ma commune où j'ai hérité il y a une trentaine d'années, puisque c'était la question, d'un CCAS avec un foyer logement pour personnes âgées. C'est bien le sujet, un des sujets de l'UNCAS, les personnes âgées. Il y en a de plus en plus dans les territoires ruraux et proportionnellement. On a à s'occuper d'elles et tous les services s'éloignent. À côté de mon foyer logement, j'ai construit un pôle de services dont le bureau de poste l'a intégré. On a un bureau de poste dans aujourd'hui ce que j'ai appelé un pôle de services dans lequel il y avait aussi des services, un cabinet de kiné, plus à cette époque-là, ça s'appelait, on avait mis quelqu'un. C'était même avant les maisons de services au public qui sont devenues France Service aujourd'hui. Un jour, un préfet me dit « Mais pourquoi vous ne demandez pas le label relais de service public ?»
Depuis, il a évolué, relais de service public, maison de service au public, et aujourd'hui, France Service. Grâce au numérique, on a pu ramener dans des territoires très ruraux, dans un territoire très rural. J'ai un CIAS, on a créé un CIAS, puisque certains ont eu la bonne idée de rendre facultatifs les CCAS. Un scandale, un scandale. Nous, à 8-10 communes, on a créé un CIAS, Centre intercommunal d'action sociale, pour 1000 habitants. Ça, c'est très important, hein, Jean-Paul Carteret, de parler justement des CCAS en milieu rural et l'intérêt aussi pour les élus d'intercommunalité de prendre cette compétence, d'aller vers sur cette compétence du social. Alors hier, quand certains disaient l'État, il est où? Mais moi, je dis, les plus grandes communes dans une interco, c'est à elles déjà de faire preuve de solidarité. Ça n'existe pas beaucoup en France en tout cas. Il y a un CIAS qui a le périmètre, forcé certaines fois, parce qu'on nous a obligés d'aller dans une communauté de communes plutôt que dans une autre, par exemple. Des fois, on a des liens plus avec la voisine que de l'autre côté. C'est comme ça que ça s'est passé. On nous a dit, vous serez là. Pauvre. La continuité, elle s'organise déjà à l'échelle du territoire. Donc, aujourd'hui, j'ai une France Service. On fait même les cartes d'identité et les passeports, à côté du bureau de poste, à côté de la France Service, et dans le même bâtiment, le kiné. Et quand on est une petite centralité dans ma commune, j'ai un médecin, j'ai des infirmières, j'ai de 337 habitants. Hein. Et on a des vétérinaires, on a des commerces, etc. On a réussi à garder tout ça. C'est très fragile parce que la démographie est telle qu'il n'y a plus de naissance, c'est comme ailleurs. Hein. Il n'y a plus de naissance et la population vieillit. Alors on a construit des résidences seniors. Et là, on est dans les thématiques, j'y reviens, d'une casse. Un foyer logement pour personnes âgées, des résidences seniors, parce qu'on prend en compte l'évolution ou le degré de vieillissement. On est encore capable de vivre tout seul ou pas. On est obligé dans le collectif après, puis après on va à l'EHPAD. Il y a tout ça qui a été pris en compte. Et ces résidences seniors, aujourd'hui, elles sont prises d'assaut. Sauf que le village, la moyenne d'âge, elle vieillit. C'est forcément, vous devinez ce qui se passe. Mais les services sont là aujourd'hui. J'ai ramené des services grâce au numérique, c'est ce que je te disais en préparant cette réunion, des services qui n'existaient plus. Donc aujourd'hui, j'en témoigne, le numérique est une des solutions, là où ça marche. Alors, on en a pas mal parlé hier en débat, justement, une solution, mais surtout, c'est le mix de tous ces moyens, de tous ces outils. Et ce que vous expliquez l'un et l'autre, déjà, les uns et les autres, c'est que la continuité, c'est l'adaptation permanente. Hein. C'est pas la perpétuation d'un existant. C'est une adaptation permanente, mais je profite d'être à ce micro pour dire que, et je le retiens aussi de ce qu'on a entendu hier, tout est trop parcellé en France. Nous, on s'occupe de tout. On n'a plus de services. On m'appelle, je représente les maires ruraux à tout ce qui est éducation. Je suis un ancien enseignant. Tout ce qui est éducation. Alors, je suis au bureau de la filière petite enfance et au bureau de la filière animation périscolaire. On ne pourrait pas tout mettre dans le même. Tout le monde est dans son couloir. Tout le monde traite son affaire. Alors l'éducation nationale, elle dit on va faire ça, on va faire ça. La Poste, elle dit on va faire ça, on va faire ça. Les gendarmes, voilà. Et à un moment donné, il faudra bien croiser toutes ces réflexions et s'adapter, c'est le bon mot, et l'adapter à chacun des territoires. On ne peut pas être dans des couloirs, chacun chez soi, sans s'occuper de ce qui se passe à côté. Et je tire ça aussi. J'étais à une table ronde comme aujourd'hui, à un séminaire à l'université de médecine, il y a une quinzaine de jours. Et j'ai entendu, lorsque je disais, moi je suis en train de construire une extension du cabinet médical pour accueillir les docteurs juniors, une bonne idée d'envoyer des stagiaires à la campagne, je le souligne, mais il faut des locaux pour ça. Et quand les médecins ils entendent parler de déserts médicaux, eux ils répondent, on ne parle pas de déserts médicaux, on parle de déserts, on ne veut pas aller dans des déserts. Voilà ce que disent les médecins aujourd'hui. Donc à un moment donné, il faut bien que tout le monde travaille ensemble pour qu'il n'y ait pas que le médecin, qu'il n'y ait pas que l'école, qu'il n'y ait pas que le commerce, mais qu'il y ait tout dans chacun des territoires. Et si on ne fait rien, j'ai encore 2 minutes, c'est bon? Et si on ne fait rien, dans peu de temps, on va conserver les petites villes de demain. C'est une des inventions il n'y a pas très longtemps. Il y a eu les grandes villes qui ont eu énormément d'argent pour refaire leur cœur de ville. Il y a eu les petites villes de demain qui sont souvent les anciens collèges, anciens chefs-lieux de canton. Et on est en train d'y concentrer un certain nombre de services. Et il y a aussi les villages d'avenir dont vous êtes les villages d'avenir dont vous êtes fer de lance. J'allais en parler, il a fallu qu'on se batte pour obtenir village d'avenir.
Mais il faudrait que ces villages d'avenir soient les petites centralités qui existent encore et où il y a tout ce que je vous ai dit là. Sinon, dans 10, 15, 20 ans, il n'y aura plus que les anciens chefs-lieux de canton qui auront profité de tout ça pour grandir au détriment des petits villages. Et d'un chef-lieu de canton à l'autre, il n'y aura plus rien. Et là, tout le monde sera perdant, y compris les petites villes de demain, parce qu'il n'y aura plus rien pour les alimenter. Ça doit être une réflexion de l'aménagement du territoire. Le dernier service public que j'ai proposé, c'est un service public de la petite enfance. Il en a été aussi question hier. Il devrait y avoir un service public de la petite enfance dans chacune des écoles qui existent encore aujourd'hui, avant qu'elles ne meurent. Parce qu'aujourd'hui, les crèches, les micro-crèches, elles sont là où il y a le chef-lieu de canton. L'école socle, c'est au chef-lieu de canton. Alors, on garde tout ça peut-être pour les échanges. On termine le tour de table avec Martial Bourquin. Et on voit bien donc, la nécessité d'organiser cette continuité en s'adaptant à la réalité de chaque territoire. Hein. C'est ça aussi la nécessité donc, de trouver les bonnes réponses et en entendant les uns et les autres, la nécessité de travailler avec les autres opérateurs. Et là, le CCAS peut être fédérateur. Je rappelle que vous présidez, vous êtes vice-président de l'UNCAS et maire d'Audincourt. Audincourt, c'est près de 15 000 habitants dans le Doubs, dans l'agglomération de Montbéliard, le pays de Montbéliard. Oui, l'intitulé de la table ronde, c'est « Service public sur tout le territoire, est-ce une utopie ?» L'utopie, c'est le refuge des idées. Je préfère la formule d'Ernst Bloch qui parlait d'utopie concrète. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut se poser la question si l'ordre établi, les constructions sociales d'aujourd'hui sont valables encore ou si elles doivent bouger. À mon avis, elles doivent bouger. Je voudrais faire le relais avec les autres tables rondes, celles qui se sont déroulées hier et avant-hier et qui étaient d'une richesse extraordinaire. On ne va pas se raconter d'histoire. On assiste à un retrait des services publics sur tout le territoire. Et si je vous dis le contraire, vous allez me dire il est un menteur. Ça arrive, c'est comme cela. Parce que faites attention, hein, vous avez la caisse d'assurance maladie, vous avez la caisse d'allocation familiale, vous avez les hôpitaux qui sont systématiquement en plan blanc, vous avez des attentes parfois aux urgences qui peuvent durer 10 heures, 20 heures, 30 heures. Tout cela sont des services publics. Ignorer cela dans cette table ronde, on serait à côté de la plaque, même si on fait beaucoup de choses, chacun de notre côté. Et je me dis que si on ne rebondit pas, et un service public, il y a à la fois le service, et il y a aussi la dimension humaine du service. Et là aussi, on y a beaucoup insisté hier. Hein. Et c'était ça qui était le plus intéressant. Parce que quand quelqu'un est en grande difficulté, ce congrès est sur l'urgence sociale. L'urgence sociale, c'est quoi? C'est des personnes qui ne mangent pas normalement. Ce sont des enfants qui ont beaucoup de mal à avoir une alimentation équilibrée. Ce sont des milliers, c'est-à-dire 14,5% de la population française est en situation de pauvreté. Devant cela, si on n'a pas des CCAS, si on n'a pas des services publics de grande qualité, eh bien, inévitablement, cette détresse va augmenter. Elle peut mener au chaos. Et quand je vois ce qui se passe un peu aux États-Unis, quand j'ai vu ce qui s'était passé un peu avant au Brésil et tout ça, laisser faire cette pauvreté, laisser de côté des populations entières, des quartiers entiers, des territoires ruraux. Des territoires ruraux qui se sentent totalement abandonnés, eh bien, on va au chaos. Des ultramarins qui aussi se font entendre violemment parfois.
Et oui, on peut aussi aller vers des mouvements sociaux, mais on peut aussi aller vers des formes de protestation qu'on ne désire pas. Vous avez vu ce qui s'est passé aux Qui se traduisent États-Unis dans les urnes. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis Qui aurait pu dire les gens qui ont voté pour cet homme se trouvent virés du jour au lendemain, manu militari. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça. Ça peut nous arriver aussi à nous. Et c'est pour cela qu'UNCAS a la volonté de faire en sorte que la question sociale ne soit pas une question qui soit à côté, mais soit une question centrale. Elle est structurante, cette question sociale. On a une société qui produit de la pauvreté. Comment on s'attaque justement à cette production de pauvreté? Et si on ne répond pas à cela, parce que vous voyez le débat qui arrive aujourd'hui? Le débat qui arrive aujourd'hui, c'est soit sécurité nationale, soit sécurité sociale. C'est le titre de la presse aujourd'hui. On ne va pas nous la faire, celle-là, non? On ne va pas nous dire, parce qu'il faut réarmer l'Europe, et je comprends en plus qu'il faille, qu'on va faire payer encore un peu plus à ceux qui sont en difficulté, des difficultés supplémentaires. C'est pour cela que je pense que quand on aborde la question du territoire, on a une chance extraordinaire. Tout à l'heure, la Poste disait qu'elle irriguait entièrement le territoire, et c'est vrai. On a des CCAS, des communes qui irriguent entièrement le territoire, qu'il soit marin ou qu'il soit territoire hexagonal. C'est un réseau exceptionnel. Se servir du bloc communal avec des départements et la volonté de mettre en place vraiment des politiques sociales de haut niveau avec des personnes formées qui pourraient faire en sorte qu'on sorte des gens, qu'on leur tende la main et qu'on arrive à les sortir de la détresse dans laquelle ils sont. Voilà l'enjeu de cohésion sociale, le vieillissement, l'isolement social aussi. L'isolement social, je crois qu'il n'y a rien de pire. Quand une personne devient complètement invisible, je vais vous donner une anecdote. Il y a un monsieur qui était bénévole et qui venait, et quand il venait, il disait moi je veux bien un casse-croûte, je donne un coup de main, je prends un casse-croûte. Puis un jour, cet homme-là, on se dit mais t'as des droits sociaux. Et on s'est rendu compte qu'il avait droit à une retraite et qu'il ne la demandait pas. Ça faisait 12 ans qu'il était dans cette situation et il ne demandait pas sa retraite. Vous savez pourquoi? Il avait perdu pied avec la réalité. Et si vous saviez le nombre de personnes, quand on devient ce qu'on appelle les invisibles, c'est que la société ne répond plus du tout à leur attente. Ils n'ont plus confiance en la société. Et si on attend qu'ils viennent à un bureau du CCAS, ils ne viendront jamais. Et maintenant, la question qui se pose, c'est d'aller vers eux. Et puis d'essayer de... On a mis, par exemple, nous, dans un QPV, un quartier sensible, quelqu'un qui s'occupe de l'accès aux droits et qui va vers les personnes qui les détectent et qui leur disent « on va faire le point sur vos droits ». Donc toute la question du non-recours, on l'a évoqué hier, mais on voit que cette question de continuité, de lien social, de lien territorial, ça se passe à toutes les échelles. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez pris conscience assez tôt, Philippe Val, à la Poste. Je veux vraiment remercier Martial Bourquin pour mettre des mots sociaux et politiques sur ce que je disais du réel. Le réel est inégal, le réel est discontinu, il vient de l'illustrer. Je crois que ce qui nous réunit aujourd'hui fondamentalement, c'est d'essayer de répondre à l'évolution de la société. L'évolution de la société, c'est la numérisation, qui certes peut donner accès, comme l'a dit Jean-Paul Carteret, mais qui peut aussi éloigner, parce qu'on n'a pas accès au numérique. Et la deuxième chose, c'est une nouveauté dans l'histoire de l'humanité, pardon de le dire comme ça,
c'est-à-dire une vague jamais vécue de vieillissement de la population. Et tout ça va aboutir, et vous avez raison, monsieur le sénateur, à une dissolution du lien social et à de la mort sociale. J'ai vu dans le village des partenaires de cette grande réunion que nous avons ensemble, les petits frères des pauvres. Alors les petits frères des pauvres, ils ont fait émerger une notion qui est très puissante, qui est assez violente, mais qui est très puissante, c'est l'indicateur de mort sociale. Monsieur le sénateur, c'est exactement ce à quoi vous faisiez référence. Et évidemment, quand un territoire se numérise et qu'il vieillit, le risque, c'est la mort sociale. Nous, dès lors, on considère qu'aux côtés des collectivités locales et des élus, et de leur instrument, le CCAS, nous sommes des vecteurs de lien social. Pourquoi ? Parce que les femmes et les hommes de la Poste, sur tous les territoires, ils connaissent le domicile, ils connaissent les millions de personnes, ils sont des acteurs de lien social. Et si vous me demandiez quel est le métier de la Poste dans 10 ans, je vous dirais acteur de lien social. Quand on livre un colis, pays ou pas, on est un acteur de lien social. Quand on va livrer des médicaments ou des repas, comme nous le faisons pour vous, on est un acteur de lien social. Et monsieur le sénateur, vous l'avez dit, et Jean-Paul, toi aussi, quand tu soulignes cette nécessité de proximité, ce qui est en cause dans ce moment historique, c'est le lien social. L'appartenance de chacune et de chacun à la communauté que nous formons. Et nous, on est acteurs de ça et on est à votre disposition pour ça. Lien social, mais aussi évolution de la demande sociale. Vous parliez du vieillissement, c'est comme ça que vous avez développé de nouveaux services. Là encore, cette demande sociale qui évolue avec quelque chose qui est là pour remplacer ou pour s'ajouter dans vos activités pour qu'on comprenne bien. Qui va fatalement faire les deux, s'ajouter et remplacer, parce que la demande de lien social, elle est considérable, absolument considérable, et elle va s'accroître avec le développement de la société. Plus de pauvreté, plus de numérique, plus de vieillissement. Et nous, on a les femmes et les hommes, on a l'organisation, on a les missions de service public du lien social. Et je pense que nous pouvons être contributeurs aux côtés des CCAS de cette bataille pour le lien social, parce que ce que disait Martial Bourquin, c'est que c'est ça le sujet qui vient. La rupture du lien social, elle se traduira par des crises sociétales. Et donc, nous sommes au service des CCAS pour le faire. Nous en avons le savoir-faire historique et nous avons les salariés qui savent rendre ce sujet. Ce qui est en cause, à travers la perte de proximité et de contact, c'est la rupture du lien social. Saïda Hamada, la continuité justement dans la diversité des territoires, vieillissement, ça concerne aussi, vous le disiez, par exemple la Martinique. Là encore, il y a une diversité ultramarine avec des situations où ce lien il est de plus en plus fragile. Oui, alors j'avoue que j'ai savouré ce que j'ai entendu là, parce que ça recoupe beaucoup de réalités territoriales qu'on retrouve évidemment dans les territoires d'outre-mer. Petit point là-dessus, parce on parle souvent des spécificités des territoires d'outre-mer. Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense par contre que les faits marquants qu'on peut retrouver dans les territoires ruraux, dans les quartiers politiques de la ville, sont exacerbés, miroir grossissant. On a des difficultés d'accès au logement, des difficultés d'accès aux soins, accès aux services publics, formation, éducation, etc., que l'on retrouve dans les territoires un peu oubliés de la République. Et donc je pense que cette question de l'aide sociale est importante parce que, et on voit ça tous les jours, il y a la réalité du terrain et puis il y a le ressenti des habitants qui souvent, et à raison, se sentent, je ne dirais pas discriminés, mais en tout cas traités différemment. On le voit en Martinique avec la crise de la vie chère, mais ça touche à peu près tous les territoires. Crise constitutionnelle en Nouvelle-Calédonie, et je ne parle même pas de Mayotte, qui a subi le cyclone Chido et qui a mis en lumière en fait les retards de développement de ce territoire, imputables en grande partie au fait que les services publics n'étaient pas là où il fallait. C'est quand même un territoire, et je pense voir ici quelques Mahorais,
où les écoliers vont à l'école soit le matin, soit l'après-midi. C'est ça la réalité, hein, à Mayotte, effectivement. Je ne sais pas si beaucoup de Français le savent. Et je ne sais pas si beaucoup de Français l'accepteraient. Mais ça, c'est la réalité depuis plusieurs années à Mayotte, dans un département français. Et donc, lorsqu'on parle de service public ou d'accès au service public, il faut déjà se poser la question de savoir quel est le niveau de service public que l'on veut pour tous les Français, où qu'ils soient sur le territoire. Et à partir de là, mettre les efforts qu'il faut pour y arriver. Alors, on dit tous là autour de cette table, il faut que les opérateurs travaillent mieux ensemble dans cette adaptation. Est-ce que vous, l'agence par exemple, vous travaillez avec les autres acteurs publics des territoires, État, on a beaucoup parlé des services déconcentrés de l'État hier, mais aussi CCAS, élus locaux et tous leurs établissements publics. Écoutez, c'est une vraie politique aujourd'hui de la DOM que de s'ouvrir sur tous les acteurs possibles et imaginables sur un territoire. On ne peut pas, nous on a un peu moins de 200 agents, on a des agents et des antennes de la DOM sur tous les départements et régions d'outre-mer, mais on ne peut pas couvrir de manière homogène et offrir un service public homogène sur tous les territoires avec les équipes que l'on a aujourd'hui. Donc de deux choses l'une, soit je demande à ce que l'on multiplie par 10 le budget de la DOM, ce que j'ai essayé de faire, ça n'a pas marché. Ça va être compliqué. Soit on s'appuie sur celles et ceux qui travaillent aujourd'hui sur ces territoires. Et les mairies et les CCAS sont les premiers vers lesquels je me suis tourné. Dès 2023, lorsque je suis arrivé, j'ai organisé pour la première fois à la DOM, à l'occasion du Congrès des maires, une réunion des maires ultramarins à la DOM pour que l'on puisse échanger ensemble pour savoir comment est-ce que l'on pouvait travailler. Quand vous prenez un territoire comme la Guyane, comment est-ce que vous voulez être présent sur toute la Guyane de manière homogène, offrir un service public équivalent à tout le monde, qu'il soit Saint-Laurent, Saint-Georges, Maripasoula ou Cayenne, si vous ne vous appuyez pas sur les élus locaux et notamment les maires. Les maires sont les premiers vers lesquels les administrés se tournent. On a une question de service public, notamment sur les territoires ruraux, sur les territoires ultramarins, on se tourne vers le maire d'abord. Et donc il faut qu'il y ait une réponse à cet endroit-là. Et donc moi j'appelle de mes voeux, et je le fais tous les jours, à ce que l'ADOM, qui est un service de l'État de la mobilité, travaille main dans la main avec les élus locaux que vous êtes, les CCAS, pour offrir ce service public qui n'est pas un luxe. La continuité territoriale, ce n'est pas un luxe. On a une obligation de résultat pour faire en sorte qu'un jeune, une personne qui souhaite partir en formation, si elle le souhaite, puisse s'appuyer sur la DOM. Il n'y a rien de pire, si vous voulez, et moi je prends souvent cet exemple, que se dire qu'un bachelier puisse arriver au bac et arrêter ses études parce qu'il n'a pas l'argent pour aller se projeter sur une université ailleurs sur le territoire. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible pour lui, ça n'est pas possible pour la République. Et donc on a un devoir d'information à toutes les personnes potentiellement intéressées. Après, elles choisissent de bouger ou voilà, pas. Après, c'est l'accès au droit, mais là Après, aussi, il ne faut pas qu'il y ait de non-recours dans cette possibilité et de surtout sur les mobilité sujets pour la aussi formation. importants pour notre Mais pays. vous l'évoquiez aussi pour la santé, hein, quand on a tous dit que la santé est une des priorités, la priorité. Là aussi, vous intervenez dans ce domaine. Hein. On intervient dans tous les moments clés de la vie. Donc, je vous ai parlé de ce que l'on fait pour les étudiants, ce que l'on fait pour la formation professionnelle, ce que l'on fait aussi, et ça je n'en ai pas parlé, mais ce qu'on appelle l'ACT, l'aide à la continuité territoriale, c'est-à-dire des bons qui sont dispensés donc, aux ultramarins tous les 3 ans pour qu'ils puissent aller voir leur famille tout simplement. On en parlait tout à l'heure, c'est pour créer du lien entre les Français, qui sinon ne se rencontrent pas. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et puis penser au retour aussi, justement aussi pour l'attractivité de ces territoires. Alors, tout à l'heure, Jean-Paul Carteret évoquait France Service. La Poste a été très mobilisée aussi sur ces projets. Absolument. Aujourd'hui, donc, le point d'accès au service, quelque chose de vital, Jean-Paul, hein, pour les territoires ruraux, mais qui concerne tout le monde. Et vous avez pris aussi l'accès par la santé, hein, le social, vous le disiez, dès le début, votre maison de service au public, oui. Votre point d'accès, ça a été l'entrée par la santé. En fait, ça a été la réflexion de nous dire au CIAS, de nous dire, ces résidents-là, qui étaient là, accueillis dans le foyer logement, chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, il leur faut un taxi. Il faut aller loin, puis de plus en plus loin, puisque ça s'éloigne. Ça disparaît, ça s'éloigne. Tous les services publics, au public, de santé. Donc, dans l'idée, j'avais un kiné sous la main, je dois l'avouer. Mais il m'a dit, il me faut une certaine surface, il me faut
on a commencé à travailler avec la mutualité. Je regrette de ne pas avoir salué hier le président. Avec la mutualité, on a travaillé, ils ont fait une expérimentation rurale de la présence d'un opticien une fois par semaine dans ma commune. Et on a construit un bâtiment, aux avant-gardes d'ailleurs, hein, parce qu'on s'est mis en géothermie il y a une quinzaine d'années, pour installer des services publics, mais dans le même bâtiment. La Poste qui nous a rejoint, elle voulait fermer sa maison dont elle était propriétaire, le bâtiment. Elle a intégré un local dans notre France Service d'aujourd'hui, le kiné, au point que on a créé des flux. En allant chez le kiné, on allait à la Poste. Les gens demandaient des rendez-vous le matin parce que la Poste est ouverte le matin. Donc en fait, rassembler tous les services, quels qu'ils soient, ça nous a fait aussi un lien avec le médical. Et d'où l'importance de cette France Service aujourd'hui, quoi. On est loin de tout. On va chez l'ophtalmo à Dijon, quoi. On est à 80 km, plus que ça même. Pour certains, on est éloigné de tout. On a besoin des mobilités. Vous savez, le mouvement des Gilets jaunes, il est parti d'où? Il est parti des territoires ruraux, il y a 5-6 ans. Et ce n'était pas le fruit de ce qui venait d'être décidé, c'était le fruit de l'évolution depuis 40 ans, et peut-être plus encore, où les uns après les autres ont supprimé le service militaire obligatoire, les policiers, on n'en a plus, etc., etc. Tout a fermé petit à petit, ça a éloigné, et nous, on a dû inventer des solutions pour que toutes ces personnes âgées puissent rester là, puissent trouver un domicile, quoi. Et je voudrais dire un mot sur le service public de la petite enfance que j'ai évoqué. Voilà. Ça me paraît important. J'ai porté cette idée auprès du ministère d'un service public de la petite enfance. On sait tous que le métier d'assistante maternelle est en pénurie, et partout. Et 500 000 femmes en France ne travaillent pas aujourd'hui, faute de mode de garde. Alors quand j'entendais, je représente les maires ruraux à la filière, quand j'entendais communautés urbaines, métropoles, etc., dire « nous, tous les lundis, on est obligé de faire un planning, quel enfant ira quel jour à la crèche », moi je disais « on ne parle pas de la même chose, nous on n'a pas de crèche ». Donc il y a un vrai problème. J'ai lancé cette idée du service public de la petite enfance dans chaque école rurale. Pourquoi ? Pour 3 raisons. La première, c'est parce que quand on crée un service, on fait de l'aménagement du territoire. Ça, c'est important. La deuxième raison, c'est que quand on est jeune parent et qu'on habite à la campagne, qu'il faut aller à 15 km à la crèche, mener le petit, puis après à l'école, mener un peu plus grand, et puis après aller au travail et le soir faire tout le chemin inverse, des fois à 40 km le travail. Il faut absolument qu'il y ait des services comme ça. Puis la troisième raison, personne n'en parle, c'est l'enfant. Les enfants. Le 2 janvier, dans le journal chez nous, il y avait la photo d'un enfant né à 23h45 le 31 décembre et l'autre à 6h du matin le 1er janvier. Ces 2 enfants-là, ils vont aller à l'école avec un an d'écart, alors qu'ils n'ont même pas une demi-journée d'écart. Et du coup, le fait d'avoir un service public de la petite enfance dans l'école, ça permettra des temps passerelles pour ceux qui sont plus matures. Ils pourront aller 2 heures à la maternelle le matin ou l'après-midi, etc. Et depuis que j'ai lancé cette idée, même dans les QPV, on me dit « Ah ouais, ils me retéléphonent en disant « Mais comment tu comptes faire ?» Donc je crois qu'on peut travailler, il faut travailler en diagonale et avec tout le monde, avec l'éducation nationale, avec la CAF, avec tous les services, la PMI, et là aussi, etc. on voit très concrètement c'est un vrai sujet, ça. Ce que continuité veut dire là, Oui, pour la vie de l'enfant. Ça, c'est de la continuité. Ouais. D'accord. Alors, on va prendre des questions. Vous pouvez participer depuis hier matin. C'est votre congrès. Et bien évidemment, je vois déjà une main qui se lève. 2. Alors, peut-être d'abord, voilà. Et puis après, vous viendrez au 3e rang, là, devant, après. Allez-y, madame. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je m'appelle madame Tchengweni Domrati. Je suis administratrice au CCS de Sada, à Mayotte. Voilà. Je suis aussi bénévole au niveau du CHM en tant que présidente du comité des usagers de la santé des patients et de la famille. Depuis hier, attentivement, je pense que je suis celle de Mayotte que je n'ai pas bougé de cette salle parce que j'ai constaté que les responsables, sénateurs, députés, maires s'expriment et j'ai constaté que, comme j'ai dit, ce sont des citoyens comme nous tous. Et on partage tous la même inquiétude.
Donc, seulement je voulais souligner que tout ce qu'on dit sur Mayotte, aujourd'hui, le besoin qu'on a, c'est vraiment un plan Maréchal. Je souhaiterais que les responsables qui sont ici fassent confiance aux responsables, que ce soit élus, que ce soit agents ou responsables qui travaillent dans les mairies et CCAS. C'est le repère, mais vraiment à proximité des usagers de la population. Que ce soit l'école, que le représentant de la continuité au niveau du ministère vient de le souligner, que ce soit la santé mentale, parce que psychologiquement, que ce soit agent, que ce soit la population qui a été orientée vers les CCAS, tout le monde est dans le besoin d'être vraiment écouté, avoir des groupes de parole et pouvoir vraiment répondre concrètement aux besoins qui sont à Mayotte. Flécher des milliards pour être gérés par des associations et des gens de confiance, c'est une bonne chose, mais il faut faire confiance à ceux qui font la continuité de l'UNCAS. Ceux qui font la continuité des élus, c'est très important parce que se trouver utilisé comme sous-traitant et que la population, tu dois lui donner une réponse plus ou moins insatisfaisante ou satisfaisante, c'est mettre en mal le professionnel qui est en face. Pour conclure seulement, il faut aussi des experts pour vraiment découvrir la réalité des besoins. On demande aux agents des CCAS et de mairie d'évaluer, de faire des statistiques, de faire des listes nominatives, mais il faut vraiment des experts pour pouvoir construire Mayotte, comme l'a dit le président des associations de maires. Il faut vraiment construire Mayotte avec des moyens adaptés et résistants en espérant faire la prévention du mal qui est actuellement. Je suis désolée, c'est l'émotion qui m'amène. Je vous remercie. Ne soyez pas désolés parce que ce que je pense et ce que vous dites de Mayotte vaut pour tous les territoires, pour dire c'est les acteurs, c'est les élus, ce sont les habitants eux-mêmes par rapport à des projets. C'est ce que vous avez vu et constaté dans ce partenariat que vous avez au long cours. Oui, merci beaucoup, madame, merci, madame, de votre témoignage. C'est évidemment les élus de terrain et les acteurs de terrain qui ont la solution. Et puisque vous reparlez de la reconstruction de Mayotte, nous nous sommes engagés à côté des collectivités locales et aussi avec la préfecture, par exemple, pour reprendre un recensement et une nouvelle cartographie de Mayotte pour qu'on sache où les gens habitent, comment on les relie à l'ensemble des réseaux. Voilà, exactement. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand vous parlez du plan Marshall, on est engagé dans tout ça. Et je veux le redire pour souligner ce qui vaut à Mayotte comme en Haute-Saône. Je pense que dans les 10 ans qui viennent, l'un des enjeux, c'est de mutualiser nos moyens. Jean-Paul Carteret l'a montré, le fait que le bureau de poste soit dans la maison qu'il a constituée dans son interco, c'est ça la solution. Le grand enjeu de la discussion avec l'Association des maires de France pour notre contrat ensemble, ça va être comment nous mutualisons nos formes de présence. Pour que dans 10 ans, la mairie bénéficie des flux postaux, le Toubib bénéficie des flux de services publics, la Poste bénéficie des flux de services publics, et comment on crée un endroit qui bénéficie des flux et qui mutualise le service public. Et c'est vrai, madame, à Mayotte, comme c'est vrai ailleurs sur le territoire. Chez vous, c'est simplement plus urgent et ça passe évidemment par la confiance aux acteurs locaux. C'est eux qui savent comment ça se passe, personne d'autre. Saïd Hamada. Oui, merci pour cette intervention et ça vient souligner un peu ce que je disais tout à l'heure sur le travail partenarial qu'on doit avoir avec ceux qui sont, j'allais dire, en front office, qui ont affaire aux habitants et qui connaissent mieux que nous, évidemment, les besoins des territoires. Mayotte a bénéficié, ou bénéficiera de moyens relativement importants, mais je pense que le développement de ce territoire ne se fera que grâce aux Mahorais, on ne se fera pas. Il se fera avec eux ou il ne se fera pas. Mahoraises et Mahorais. C'est important pour l'histoire de ce territoire. Et pour tout vous dire, je prends le train tout à l'heure pour prendre l'avion ce soir pour Mayotte, parce qu'on essaie de mettre en place un dispositif avec France Travail pour que la reconstruction
soit d'abord faite par les Mahorais qui souhaitent être formés dans ce domaine s'ils ne le sont pas aujourd'hui. Il faut d'abord que ce soit les Mahorais qui s'emparent de ce processus de reconstruction. On va former des Mahorais sur des formations plus ou moins courtes, le plus largement possible, pour que les Mahorais construisent ou reconstruisent leur territoire dans le sens qu'ils souhaitent. Et ce n'est pas à partir de Paris que l'on dira dans quel sens Mayotte doit se développer. Il faut au moins qu'on apprenne ça de l'histoire, ou en tout cas de l'histoire récente des développements de nos territoires divers et variés. Les élus locaux sont en proximité. Il y a un principe de subsidiarité qu'il faudrait qu'on applique et qu'on demande d'abord à ceux qui ont affaire aux administrés qui sont élus locaux ce qu'ils veulent faire de leur territoire, élus nationaux aussi, c'est pas moi qui dirais le contraire, pour ensuite les aider à faire en sorte qu'on fasse France tous ensemble. Vous avez la parole, madame, le micro arrive jusqu'à vous. Allez-y. Bonjour, alors Patricia Hurtrel, j'ai plusieurs casquettes, je dirais. Je suis chargée de mission à l'UDCCS du 91 dans l'Essonne, territoire particulier, mais comme tous les territoires, avec une zone très urbanisée et une zone très rurale. Je suis aussi directrice du CCS d'une petite commune, Marolles-en-Urpois, qui est entre la limite de la zone rurale et urbaine, qu'on appelle le territoire urbain, mais on a plus des problématiques rurales que urbaines, et citoyenne d'une petite commune dans le sud de l'Essonne, très rurale. Alors, la mutualisation, c'est bien. En tant que UDCCS, moi, je suis d'accord avec vous, monsieur, en disant qu'il faut faire revenir les services publics. Quid de la mutualisation entre les petites communes qui n'ont pas de CCAS, puisque nous, c'est notre combat, l'UDCCAS, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens travaillent ensemble, adhérents de l'UN ou non adhérents. On a pu, en présence de M. Karounas, préparer une journée sur l'accès aux droits dans les territoires ruraux. Alors, il y avait plein de gens. Le souci, c'est cette mutualisation qui n'est pas dans la culture de certains maires dans le rural. J'ai mon petit cheptel, entre guillemets, et puis je le dis clairement parce que moi j'habite dans une commune où le maire ne travaille pas du tout avec les autres. Donc à un moment ce n'est pas possible. Donc il faut rentrer dans cette culture de mutualisation et de coopération avec les autres, parce qu'effectivement tout seul on n'y arrivera pas, et vous l'avez dit très justement. Dans une des communes qui est à côté de celle où j'habite, il y a une association qui a repris un café, qui a commencé à faire revenir un peu le monde, donc du lien social, qui a fait revenir un peu la poste, qui a porté ce projet-là contre vents et marées de la commune. Quand même un peu bizarre. Voilà. Donc, effectivement, il faut aussi travailler avec le monde associatif qui, eux... Et ce que vous dites, c'est que le risque, c'est ce rétrécissement communal qui serait mortifère. Hein. Exactement. Alors, ensuite, la mobilité. Sur notre territoire de l'Essonne, les budgets restreints ont fait enlever un accès à la mobilité de nos seniors, notamment, puisque c'est eux qui en bénéficiaient, de chèques taxi. Ça leur permettait d'aller chez le médecin, dans des rendez-vous Donc plus rien du tout depuis le 1er janvier 2025. Donc cet accès au droit est coupé pour ces personnes qui ont une spécificité. Souvent, ils ont un problème de mobilité, le transport à la demande qui est plutôt d'ordre collectif est plus compliqué. Enfin bon, bref. Il y a un cumul généralement des problèmes. Hein. La numérisation, elle est très intéressante, mais il faut qu'elle soit accompagnée. La numérisation, c'est pour ceux qui sont derrière le guichet en disant ben voilà, moi j'ai accès à vos informations, mais il faut qu'elle soit accompagnée, c'est indispensable. On reviendra vers vous, monsieur, parce que nous, on a envie de travailler avec ces territoires et ces communes qui ont, mais on doit passer par les fédérations, les associations qui nous permettront d'accéder à ces... Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Oui. Parce que le temps... voilà. Je vais seulement... Alors, le président de l'UD... voilà. De l'Essonne, on reste dans l'Essonne. Je rebondis. Et puis après, on fait circuler la parole. Hein. Nous, en fait, elle a expliqué qu'on est dans un territoire effectivement très urbanisé dans le nord et très rural dans le sud. Moi, je suis intimement persuadé que nous avons des solutions aujourd'hui. Je suis intimement persuadé que si nous travaillons ensemble pour mobiliser les acteurs locaux, nous trouverons des solutions sur ces territoires.
Moi, dans mon histoire personnelle, on a mis de l'électricité partout sur tous les territoires. Je pense qu'on peut mettre des CCAS ou des formes de CCAS nouvelles qui seront à créer peut-être pour faire en sorte qu'on ait du lien social sur ces territoires. Il y a quelques temps en arrière, Luc était à Épinay sous Sénart et nous avions travaillé, je dirais, sur le vieillissement dans les quartiers. Donc on avait interrogé nos CCAS pour savoir comment ça se passait dans les quartiers. Et il y en a qui nous ont répondu finalement, dans les quartiers, on est peut-être mieux préparé au vieillissement que dans le monde rural. Et que dans le monde rural aujourd'hui, on va vers des difficultés si nous ne travaillons pas ensemble. Et je reviens vers vous parce que l'Union des maires ruraux de l'Essonne, on la connaît bien. En tout cas, nous, on est prêts à travailler ensemble. Mais moi tout seul avec la bannière, j'aurais bien du mal. Par contre, c'est à plusieurs. Voilà. Merci. On va prendre d'autres prises de parole de la salle et après on répondra. Voilà. Donc le micro circule. Levez la main ceux qui veulent. Voilà. Allez-y. Bonjour Édouard Rocher, maire d'une commune de Coursan à côté de Narbonne, maire d'une commune de 6000 habitants, petite vie de demain, et président d'un SIAS. Je ne vais pas venir sur la partie CCAS, mais effectivement je rebondirai sur ce que vous avez évoqué concernant la polarité. Aujourd'hui, depuis 30 ans, il y a une baisse des services publics sur l'ensemble du territoire et sur les territoires ruraux, liée à l'évolution de nos populations et une discontinuité dans la population, l'emploi, les transports. La question c'est est-ce que le service public est là pour accompagner les mutations ou est-ce qu'il est là pour les contrer ? Moi, au niveau de ma commune, j'ai un cœur de ville qui se paupérise depuis maintenant 10 ans. Si j'écoute ma population, ce qu'ils veulent, c'est la MJC à l'extérieur du village. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir aller au Super U, au Lidl ou à toute autre forme de commerce. En périphérie. Ils veulent que l'ensemble des services soient à côté d'un parking. Et si je les écoute, en fait, tout simplement, je ne réaménage pas le territoire de la bonne manière parce que moi, je connais la vision à 20 ans. J'ai la possibilité de connaître l'évolution de mon cœur de ville sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, parce que j'ai d'autres exemples. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, je reviendrai, c'est pour rebondir sur ce que vous évoquez, sur la notion de petite ville de demain, et sur toute cette nouvelle polarité, la nouvelle polarité sur les chefs-lieux de canton, là où il y a le collège. Ça va amener demain à ce qu'on a connu précédemment pour l'hypermétropolisation, puis ensuite pour les villes-centres à 50-60 000 habitants. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire avec les chefs-lieux de canton et tous les villages autour, finalement, perdent tout simplement la poste. Ils perdent l'ensemble des services et on se retrouve, nous, en plus, à devoir assumer. J'ai été le dernier dans l'Aude à faire la maison France Service. J'ai refusé de faire la maison France Service. Bon, le jour où le service de l'État m'ont dit que tout simplement, si c'était pas chez moi, c'était chez le voisin, j'ai dit je vais la prendre. Mais tout simplement, c'est tout simplement un aveu d'échec. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont les villages qui récupèrent ces services, tout simplement parce que l'État se désengage ailleurs. La maison France Service, je vous l'annonce, aujourd'hui, on est largement indemnisé les communes. Dans 5 ans, on ne le sera plus. On aura créé un service et on devra assumer seul. Les communes sont la dernière digue, le dernier rempart contre cet éparpillement, cette cartabilisation. Merci. Merci, monsieur le maire. Voilà, là, on est encore sur le sujet continuité, avec une continuité qui irrigue ou qui assèche. Ah, mais moi, je pense que depuis le débat qu'on a tout à l'heure, est-ce que, justement, on se réunit, on travaille ensemble pour accepter la situation qui nous est faite, c'est-à-dire ce qui vient d'être dit, un assèchement des services publics, ou est-ce qu'on travaille ensemble avec l'UNCAS pour, justement, faire en sorte qu'on garde nos services publics ? Et il faut le dire, il y a un départ massif des services publics. Ou alors j'y comprends plus rien, on n'est plus dans on vit pas la même chose. Je donne 2 exemples dans ma ville de 14-15 000 habitants. Les médecins font des gardes la nuit. Ils avaient une association. Elle est en crise. L'association s'arrêtait.
et montrait en disant on arrête, on ne fait plus de garde la nuit. Tout allait aller aux urgences. C'est la ville d'Audincourt qui a repris la gestion de ce service de garde. De 8h, de 20h, excusez-moi, à minuit, samedi et jours fériés compris. Oui, ce que vous nous ça dites veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, les villes, les communes, les CCAS reprennent des services qui auparavant n'étaient pas leur problème, c'est-à-dire la politique de la santé, c'était une politique d'État. Je prends un deuxième exemple, mais Luc Carvounas le sait aussi. Devant le manque de médecins, qu'est-ce qui nous est le plus reproché aux maires? J'ai plus de médecins traitants. On parle de vieillissement de la population. C'est une bombe à retardement qui est devant nous. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai plus de médecins. On s'adresse au maire hein, pour lui dire qu'il n'y a plus de médecins. Qu'est-ce que fait l'État là-dessus? Alors on nous a dit qu'il y aurait peut-être, hein, j'ai remarqué que dans l'université et la fac de médecine, on a retiré le numerus clausus, mais en même temps, les sorties ne sont pas très importantes. Si bien qu'une bonne partie des étudiants vont en Roumanie ou ailleurs et reviennent après parce qu'ils ont leur diplôme, ils n'ont pas pu l'avoir parce que l'écrémage est trop important dans nos universités. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est la ville d'Audincourt qui embauche des médecins. Ça n'existe pas hein, dans la nomenclature des... C'est pas une compétence obligatoire, effectivement, je vous le confirme. Et c'est la ville qui reprend. Ce que j'ai envie de dire, moi je veux bien faire tout cela. Ce que fait Jean-Paul, c'est magnifique. Et puis, beaucoup de maires s'engagent, font des choses extraordinaires. Mais on ne fait pas ça pour que l'État s'en aille et nous assèche nos trésoreries. Je prends un exemple. La CNRACL, les ponctions qui sont faites aux collectivités territoriales. Sur les budgets de fonctionnement. Sur les budgets de fonctionnement. Mais tout ça va nous créer une situation très difficile pour continuer tout cela. Parce que là, on a un EHPAD, on crée, écoutez bien, hein, 70 maisons seniors pour faire en sorte qu'il y ait un parcours résidentiel qui soit valable, parce que le parc logement locatif n'est plus du tout adapté aux seniors, et à côté de ça, on nous retire des moyens. Vous savez, mesdames et messieurs, chers amis, on essaye de nous culpabiliser en disant la France est très endettée, et c'est vrai qu'elle l'est. Mais la Cour des comptes a produit un rapport qui dit que c'est à cause des cadeaux fiscaux qui ont été faits. Alors, enfin, mince quand même. Et on est en train de nous dire qu'il faudra baisser les besoins sociaux, faire en sorte que les politiques sociales soient moins importantes. Ben, j'ai envie de dire, comme un des responsables de l'UNCAS, avec Luc Carvounas dans son intervention liminaire, nous avons besoin de politique sociale. S'il n'y a pas de politique sociale de haut niveau, nous irons vers le chaos social. Et nous avons besoin de services publics. Si nous n'avons pas les moyens financiers de ces services publics, eh bien, ça ne collera pas, ça ne marchera pas. Vous savez ce qu'on va faire. Après, on va répartir la misère après. Et on a beau avoir un quadrillage, parce que vous savez, les CCAS, la Poste réunie, on irrigue tout le territoire. Mais après, il faut quelques moyens pour faire des politiques sociales. Avec quels moyens ? Et si jamais, dans le PLFSF qui a été voté, j'ai vu qu'il y a quand même des retraits, par exemple les caisses d'allocation familiale et tout cela, auront moins de moyens, ça veut dire qu'il y aura des politiques sociales qui vont ne pas avoir l'ampleur voulue face à l'urgence sociale d'aujourd'hui. Et donc, je comprends bien, hein, on fait des choses extraordinaires. Moi, je pense que les maires,
les conseils municipaux, les adjoints, les CCAS font des choses exceptionnelles. Mais on est en train de les étrangler financièrement. Le fait de ne plus avoir de taxe d'habitation, je vais faire 200 logements, moi, cette année. Quand je faisais 200 logements, eh ben moi, j'avais une taxe d'habitation qui rentrait. Je n'augmentais pas les impôts. Alors justement, comment les opérateurs, alors ils partageaient la misère un peu, hein, mais on voit que tout ça est une chaîne dans cette production de services publics, et s'il y a un chaînon qui est plus faible que les autres, ça marche moins bien. Philippe Val, je disais tout à l'heure en vous présentant, 12 ans à la présidence de la Poste, vous le haut fonctionnaire, vous avez été le compagnon de route, et plus que ça, des élus locaux. Comment vous avez vu justement cette culture qui part du terrain, l'interpellation de l'élu de Mayotte, l'interpellation de l'Essonne, cette culture de politique qui s'adaptent, mais qui sont obligés d'être en permanence dans le changement et l'adaptation? Écoutez, moi j'ai un regard extrêmement positif sur la façon dont on a interagi ensemble et dont on interagit ensemble. Vraiment. Il y avait de la méfiance au début. Pourquoi? Mais parce que nous, on est aussi des commerçants. La Poste, c'est une entreprise. Notre chiffre d'affaires, c'est 35 milliards d'euros. Il y a 250 000 personnes. Et donc, quand on constatait qu'il y avait beaucoup moins de gens dans le bureau de poste, on se disait il faut le faire évoluer. Je pense, et Jean-Paul, l'AMRF, l'AMF en sont des exemples, qu'on a réussi à montrer que notre but, c'était de rester. Mais pas rester de la même manière. S'il n'y a plus de l'être, on ne peut pas être là de la même manière. Et je pense que ces 10 années de travail ensemble, ça a été de mutualiser des choses, de se dire qu'on pouvait s'apporter des choses les uns et les autres. Et objectivement, moi j'ai une vision positive de la façon dont on s'est adapté. Par contre, et le sénateur Bourquin a raison, ce qui vient devant nous fait qu'il faut qu'on continue à s'adapter. Car, je veux le redire, et en tant que responsable des CCAS, vous êtes les mieux placés, arrive devant nous une vague de vieillissement que l'humanité et notre pays n'ont jamais connue. Et c'est donc à ça qu'on doit se préparer ensemble, s'adapter en se disant on va faire des choses différentes. Mais franchement, la façon dont on a coopéré ensemble me paraît de bon augure pour les enjeux du futur. Et le passeur que vous êtes, justement, la feuille de route de ceux qui viendront après vous, vous la voyez toujours dans ce changement perpétuel, cette adaptation perpétuelle? Évidemment, je crois que l'une des forces de l'entreprise qui s'est complètement transformée, c'est la capacité à s'adapter en permanence. S'il y a une chose que nous devons laisser, c'est l'idée qu'il faut toujours s'adapter et inventer des choses nouvelles, sans oublier la finalité. La finalité, c'est le lien social et la cohésion de la société et du pays. C'est ça, on est au service de ça, et pour ça, ce sera le changement perpétuel, oui. Ça, c'est clair, très très clair. L'urgence sociale, tenir jusqu'à quand, un thème général, mais on voit bien aussi la nécessité de rester fidèle au principe du service public. Et là, je me tourne vers Saïd Hamada, le directeur de l'agence de l'Outre-mer. C'est la permanence, la continuité, l'accès qui est universel à tous les usagers, à tous les citoyens. C'est compliqué après ce qu'on vient d'entendre, ce que disent les uns et les autres sur la contrainte budgétaire. Oui et non. Moi, je crois beaucoup au génie français. Je crois beaucoup dans nos capacités d'initiative. Et je me refuse à prendre les problématiques qui se posent à nous uniquement par l'angle budgétaire. Je vais illustrer mon propos. À l'époque où j'étais député, on avait travaillé avec Jean-Luc Borloo sur le plan banlieue qui n'en était pas un. Et lui et moi, on était assez même choqués de la manière dont, notamment les journalistes, prenaient ce sujet, puisqu'il posait de manière systématique la question à Jean-Louis Borloo de savoir si oui ou non le fait de mettre 2, 3, 4 milliards, on était au rendez-vous ou pas.
La question ne se pose pas comme ça lorsqu'on parle de QPV, lorsqu'on parle de territoires ruraux, lorsqu'on parle de territoires d'outre-mer, sauf à considérer qu'on est un peu comme sur le principe de l'aide publique au développement. C'est un pays étranger, c'est une zone étrangère, et donc à partir du moment où on a mis 2 milliards, le job est fait. Ce n'est pas le prisme par lequel il faut prendre le sujet. La question, c'est de savoir quel est le niveau de service public, et je reviens sur ce que je disais, l'on souhaite avoir sur le territoire national. Il y a des territoires qui sont un peu plus en retard que d'autres, et d'autres un peu plus en avance par rapport à la moyenne. Et donc, par rapport à cette moyenne-là, que faisons-nous pour les territoires d'outre-mer, pour les QPV, pour les territoires ruraux, sans les stigmatiser, parce qu'on en arrive quand même aussi un peu à ça. Moi, j'avais milité un peu de manière provocatrice pour la suppression du ministère des Outre-mer. Pourquoi ? Et pour la création du ministère de la Mer. Donc j'étais suivi sur la moitié et pas sur la... puisque le ministère de la Mer a été créé entre-temps. Mais pourquoi je dis provocatrice ? Et c'est la même chose pour la question de la politique de la ville, qui, je le rappelle, pour les plus anciens, était une politique qui se voulait provisoire. 50 ans que ça dure. Provisoire qui dure. Là, je pense qu'on a fait la démonstration. À partir du moment où vous avez une politique spécifique pour un territoire spécifique, vous ne pouvez pas arriver à une situation où les choses sont homogènes sur tout le territoire. Là, vous partez déjà du mauvais pied. Et donc, pourquoi c'était provocateur ? Parce que dans mon esprit, l'idée, c'était de dire traitons les territoires d'outre-mer comme on traite tous les autres territoires. N'ayons pas de politique spécifique pour les territoires ultramarins, mais traitons les difficultés parce qu'elles sont importantes, pas parce qu'elles sont spécifiques. Et là, on arrive à une égalité réelle, un terme qu'on a inventé pour les territoires outre-mer, mais qui vaut à peu près pour tous. On crée une égalité réelle. Et je termine juste sur... Et je termine juste sur là aussi, une expérience au moment des Gilets jaunes. Branle-bas de combat à l'Assemblée, évidemment, sur qu'est-ce qui se passe sur les territoires, et des velléités, légitimes ou pas, parce qu'on n'a pas été capable de le savoir, de Français qui nous disaient « Nous, on est moins bien traités là où on est ». J'avais fait une enquête à un moment donné, territoires ruraux, QPV. Je vais en QPV, on me dit, mais tout le monde sait que dans les territoires ruraux, les choses se passent mieux que chez nous. Et c'est l'inverse lorsque je vais dans les territoires ruraux. Au moment des Gilets jaunes, personne à Bercy et ailleurs n'était capable de me dire, sur un territoire donné, quelles étaient les aides publiques qui existaient. Et toujours pas aujourd'hui. On n'est pas capable de dire si, entre un territoire rural, la Creuse par exemple, et le centre de Paris, quelle est la différence et quel est le montant de cette différence. On n'est pas capable d'objectiver ça. Et à mon sens, ça répond un peu à ce que vous disiez, il faut qu'on sache ce que l'on fait sur chacun des territoires de manière objective, ce qui permet après d'avoir des outils pour y travailler, ou pas. Alors, on arrive au terme de notre table ronde. Jean-Paul Carteret, et puis ensuite je laisserai Martial Bourquin. Oui, on a un petit bruit là derrière nous qui est assez gênant, je ne sais pas d'où il vient. Mais ça va, voilà, hein, si on peut vérifier le son, ça sera plus confortable. Je disais qu'on arrive au terme de notre débat, donc Jean-Paul Carteret pour répondre, et puis la conclusion à Martial Bourquin pour cette table ronde. Moi, j'entends beaucoup parler de lien social, et Philippe Val s'en fait le chantre. C'est vrai que le facteur qui passe tous les jours, c'est du lien social, mais j'ai envie de dire à l'UNCAS, et si vous étiez le booster de la vie associative locale ? Souvent, je dis, une commune où il n'y a pas d'association, il y a des problèmes de lien social, c'est clair, d'entraide, de solidarité, etc. Et on l'a vécu avec la période Covid. Et dans ma commune, j'ai 250 adhérents à une association pour faire de la gymnastique, pour faire du théâtre, pour chanter, etc., etc. Et alors, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais j'étais une des rares communes où le Rassemblement national n'était pas en tête aux dernières élections. Je me dis que c'est aussi dû, je pense, au lien social qui peut exister dans ma commune. Je ne sais pas ce que ce sera la prochaine fois. Toujours est-il qu'il y avait 80% de communes dans les territoires ruraux où le Rassemblement national fait son beurre et que je crois que la première chose à faire face à lui, c'est du lien social. C'est à nous de le faire et pas à eux, qui utilisent justement tous les arguments qu'ils entendent tout partout pour dire « nous, on est là, on va faire ». Alors qu'ils font rien, quoi, en gros. Message voilà. Clair. Merci Jean-Paul Carteret. Martial Bourquin. Alors, il y a dans cette utopie concrète, hein, vous disiez au début de cette table ronde, c'est cela qu'on construit et aller contre tous les éloignements géographiques, sociaux pour la continuité. Il y a une chose dont on n'a pas parlé,
Et je voudrais en parler parce que ça a été un rapport sénatorial assez extraordinaire fait par Jérôme Durin. Faisons attention, mes chers amis, si nous ne sommes pas là, si nous ne faisons pas ce lien social dont tu parles, Jean-Paul, si les politiques publiques baissent en ampleur, si la misère, la pauvreté grandit, les narcotrafiquants sauront prendre la place des politiques sociales. Ils l'ont déjà fait dans beaucoup d'endroits. Et je dois dire qu'en baissant systématiquement les politiques publiques, en laissant la pauvreté s'installer, eh bien, les narcotrafiquants seront d'autres là formes de solidarité. et vont proposer des autres façons de vivre. Déjà dans nos quartiers, mais pas simplement dans nos centres-villes, dans les villages, Jean-Paul. Dans les villages, ils sont là. Et c'est pour ça que la solidarité est essentielle. Vous savez, je lisais le livre d'Edgar Morin, il avait C'est son livre « Réveillons-nous ». Réveillons-nous. Il dit « La nouvelle politique humaniste de salut public est le grand projet qui peut réveiller les esprits accablés ou résignés. Ce n'est plus l'espérance apocalyptique de la lutte finale, c'est l'espérance courageuse de la lutte initiale. Elle nécessite de restaurer une conception, une vision du monde, ce qu'on disait tout à l'heure, un savoir articulé, une éthique, une politique. Elle doit animer non seulement une résistance préliminaire contre les forces gigantesques de barbarie qui se déchaînent, mais aussi un projet de salut terrestre. Ceux qui relèveront ce défi, dit-il, viennent de différents horizons. Peu importe leur étiquette, ils seront les redresseurs d'espérance. Eh bien, chers amis, mesdames et messieurs, soyons des redresseurs d'espérance. Merci. Merci Martial Bourquin. Merci messieurs. Et on se retrouve dans un quart d'heure à 10h50 pour une table ronde. Là aussi, on va parler d'espérance, mais concrètement, merci à tous. Dans un quart d'heure, on se retrouve pour cette table ronde où on va parler sur la nécessité d'avancer avec la transition écologique, le service public, dernier rempart pour les plus fragiles. Merci beaucoup de votre invitation. Merci.